Ravi de vous accueillir pour parler de sujets intéressants, et notamment l'IA, qui est au cœur de toutes les conversations. Et ce soir, pour animer et nous accompagner dans nos discussions, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Maire. Bienvenue Caroline. Et bien évidemment Samy de Telehouse et moi de la société APL que vous connaissez également. Caroline est cofondatrice de l'association de Women in AI et également de The Good in AI. Et Caroline apporte un angle optimiste sur l'IA et surtout tout en restant lucide et responsable. Donc on n'est pas dans le fantasme, on est dans la lucidité et la recherche de la responsabilité par rapport à cette révolution industrielle en cours. Et c'est des conséquences de cette révolution industrielle qu'on va échanger ensemble avec Samy. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être ici parmi vous. Je vais commencer avec quelques mots d'introduction histoire de prendre un peu de hauteur sur ces sujets d'IA et puis après on se concentrera un peu plus sur le data center. Donc comme vous le savez tous, on assiste à une accélération incroyable de l'IA ces dernières années avec l'émergence des grands modèles de langage, LLM. Quelques chiffres que je regardais récemment. En février 2025, OpenAI a annoncé avoir 450 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Donc c'est vraiment impressionnant. Au niveau de l'entreprise, McKinsey nous disait en 2024 que plus de 70% des entreprises utilisaient de l'IA, plus de 66% utilisaient de l'IA générative. Donc l'IA est vraiment présente aujourd'hui et avec cette montée en puissance, on a également des défis qu'on avait déjà avant l'IA générative mais qui sont de plus en plus prégnants aujourd'hui. On a des défis au niveau de l'éthique. Cette technologie, il faut qu'elle soit utilisée mais de manière responsable. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit fiable, qu'elle soit robuste, qu'elle soit juste, équitable, sécurisée. Il faut qu'elle respecte vos données personnelles. Il faut aussi qu'elle ait un impact social et environnemental le plus limité possible. Et en l'occurrence, aujourd'hui, quand on regarde la consommation énergétique de l'IA, c'est pas gagné. Quelques chiffres là aussi. Vous connaissez très probablement ce chiffre. Une requête ChatGPT, c'est 10 fois plus d'électricité qu'une requête sur Google. Récemment, je regardais un reportage qui disait qu'en Île-de-France, la consommation énergétique des data centers, c'était 4 gigawatts et que ça allait doubler d'ici à 2030. Au niveau plus global, la consommation des data centers, elle va tripler, voire quadrupler d'ici à 2030 aussi. Donc il y a des vrais sujets là-dessus dont on va parler. Et puis, il y a des défis géopolitiques. Parce qu'avec cette montée en puissance de l'IA, on a aussi vraiment une hyper concentration du pouvoir technologique entre les mains de quelques géants. Les GAFAM, aujourd'hui, c'est 10 000 milliards de capitalisation boursière, ça en fait virtuellement la 3e puissance mondiale. Donc ça vraiment, on a une accentuation de la polarisation géopolitique et l'IA devient vraiment un levier, un instrument central. Donc c'est important aussi de comprendre les visions dominantes de l'IA parce que ça a une implication sur nous, sur nos sociétés. Aujourd'hui dans le monde, il y a 3 grandes visions de l'IA, la vision américaine, la vision chinoise et puis la vision européenne. La vision américaine, l'IA c'est un produit, on est dans une logique business pure. Et donc on a une innovation qui est très rapide, qui est portée par la Big Tech, on a très peu de régulation et on a une responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et on va dire c'est sur la base du volontariat. Et plus récemment, on a vu quand même des signes inquiétants, on a vu tous les GAFAM se débarrasser de leurs équipes d'éthique d'IA. Voilà. Donc c'est une vision assez particulière. Face aux États-Unis, l'autre grande vision dominante, c'est la vision chinoise. Très éloignée de nous aussi. La vision chinoise, c'est l'IA vue en tant qu'un instrument d'État, un instrument qui est utilisé pour assurer la stabilité, mais aussi contrôler et surveiller la population. Donc très éloignée de nous. Et puis la vision européenne. Alors la vision européenne aujourd'hui, c'est celle d'une IA éthique, bien encadrée par la loi. On a l'AI Act qui est rentré en vigueur en 2024 l'année dernière, et avec vraiment au centre cette notion de responsabilité sociétale et environnementale. Alors c'est bien, mais moi je trouve qu'on pourrait faire mieux. Parce que le problème dans le discours européen, c'est que c'est un discours qui est très axé sur le risque, sur la gestion des risques. On parle sans arrêt d'IA biaisée, d'IA qui manipule, d'IA polluante. Et d'ailleurs, l'AI Act, la philosophie de l'AI Act, c'est de classer les IA par usage et par le danger de chaque usage. Donc en fait, c'est pas non plus hyper porteur, parce qu'on est vraiment plus dans la prévention que dans l'incitation à faire de l'innovation.
Et on est un peu guidé par la loi de Murphy. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette loi de Murphy, mais qui dit que tout ce qui peut mal arriver va mal arriver. Donc les Européens, c'est ça. Attention, attention, attention. Il y a des risques, donc il n'y a pas tellement d'avancées positives. Mais je trouve qu'en fait, on a l'occasion en tant qu'Européens peut-être de venir avec un autre récit. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette notion de récit autour de l'IA, de l'imaginaire de l'IA, parce que c'est ce qui nous porte tous, in fine. Et je pense qu'on a un autre récit à voir qui est plus dans la suite des Lumières, dans la suite la Renaissance d'abord, les Lumières après, un discours plus mobilisateur, plus engagé, plus positif. Et il y a un mouvement qui m'inspire beaucoup et dont je parle de plus en plus en conférence, c'est le solarpunk. Alors le solarpunk, c'est, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce mouvement-là, non ? Personne ? Parfait. Donc, le solarpunk, c'est un courant artistique et politique qui a émergé au début du XXIe siècle et qui s'est développé face au mouvement assez dystopique d'une vision d'un futur assez sombre. C'est aussi un mouvement qui est contre le cyberpunk. Alors, cyberpunk, vous connaissez peut-être, c'est un genre de science-fiction aussi. C'est tout cet imaginaire à la Matrix, à la Blade Runner, qui dépeint un futur assez sombre dans lequel la technologie, en fait, elle est utilisée pour nous contrôler, dans lequel on a complètement loupé l'occasion en tout cas loupé l'opportunité de travailler sur la crise climatique. Le solarpunk, c'est l'inverse. C'est proposer une vision optimiste, lucide, bien sûr, dans laquelle la technologie, elle n'est pas utilisée pour contrôler, elle est utilisée comme un levier pour aller vers la régénération des écosystèmes, vers la coopération, vers l'autonomisation des communautés. Et si on transpose ce discours à celui de l'IA, ça nous donne quoi ? Ça nous donne l'idée d'avoir une IA qui soit donc utile, c'est une IA au service d'eux, c'est pas une IA qui est une finalité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'AGI, parce qu'elle n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est une IA qui est frugale, qui est ancrée dans les limites planétaires, et puis c'est une IA décentralisée, c'est une IA ouverte, qui n'est pas là pour augmenter la concentration de pouvoir, mais plutôt pour permettre une souveraineté locale et puis la résilience des territoires. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une utopie, c'est pas juste une idée, c'est un mouvement qui est déjà en cours et qui s'imprègne et qu'on voit dans la tech et dans l'IA, même si on n'en parle pas beaucoup dans les médias parce que ça fait assez peur. Mais aujourd'hui, rien qu'en France, vous avez des acteurs comme Hugging Face, Probable, qui apportent une vision de l'IA open sourcée. Vous avez des acteurs comme Pruna AI, Another Brain, qui travaillent sur les prochaines générations d'IA, qui sont des IA frugales, des IA qui font du biomimétisme. C'est vraiment un courant qui est existant, mais qui est peu visible. Là où il est très visible, c'est dans l'architecture. Je vais faire déjà notre sujet, mais dans l'architecture, il y a beaucoup de solarpunk qui encouragent à faire un mix de design, de technologie, de coopération, d'écologie, et d'aller vers un urbanisme qui est plus décentralisé, qui est participatif, qui est conçu pour penser à des usages collectifs. Alors c'est là où ça devient intéressant et ça vient toucher notre sujet des data centers, c'est que si on veut avoir ce récit en Europe, si on veut aller vers une IA solarpunk, il faut des infrastructures à la hauteur. Et donc il faut des data centers. Il faut des data centers qui soient performants, mais il faut aussi des data centers qui soient verts, qui soient souverains, qui contribuent localement. Et c'est pour ça que j'étais ravie quand vous m'avez proposé d'intervenir, parce que j'ai pas souvent l'occasion d'aller creuser ce sujet du data center solarpunk en particulier. Et donc on a là, vous concevez des data centers, vous les opérez, vous les bâtissez, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Et donc je pense que on peut rentrer dans le concret et voir comment on peut peut-être réaliser cette vision au niveau du data center, réfléchir aux innovations auxquelles il faut penser, aux limites, aux arbitrages peut-être à faire. Et donc pour commencer, j'avais une question simple pour vous. Aujourd'hui, le data center pour vous c'est quoi ? Quel est le rôle d'un data center aujourd'hui et dans quelle mesure ça a évolué depuis quelques années ? Bonsoir à tous. Je vais commencer effectivement par cette question qui est large, mais dans l'intro de Caroline, je pense qu'elle met cet objet-là, parce qu'un data center c'est un objet, face à un poids sociétal. Vous avez vu cette intro ? Tout ce qu'on nous demande à data center, des guerres culturelles entre cyberpunk et solarpunk et acceptabilité sociale, etc. Mais fondamentalement, un data center, c'est un bâtiment qui transforme de l'électricité en usage numérique. C'est une usine. L'usine de l'économie numérique. Alors, avec le temps et les usages numériques et leur complexité, ça s'est transformé en une usine quand même qui ressemble beaucoup plus à un aéroport et une gare
parce que les gens s'y rencontrent, les données s'y rencontrent, les usages s'y rencontrent, et finalement, ça prend de l'importance, ça prend de la place. Avec l'arrivée de l'IA, il en faut beaucoup, ces usines, ces gares, ces aéroports, et donc ça devient de plus en plus visible. Si bien que maintenant, ce bâtiment-là matérialise le numérique, l'IA, la technologie. C'est-à-dire que si demain il devait y avoir une grève ou un mouvement contre le numérique, le symbole auquel la société va penser, ce sera potentiellement ce bâtiment-là. Vous voyez à quel point le niveau de responsabilité qu'on nous demande, nous industriels, qui encore une fois ne faisons que transformer l'électricité en usage numérique, on se retrouve à répondre à des questions qui sont sociologiques. Quel type de compagnonnage est-ce que la société souhaite avoir avec la technologie? Vous voyez, donc le data center porte sur lui aujourd'hui cette responsabilité-là. Alors, finalement, c'est la rançon de notre succès, on pourrait aussi dire ça, et face à cela, on doit s'organiser en tant que filière d'abord, mais aussi en tant qu'entreprise, et porter nous-mêmes des valeurs pour répondre à ces différentes injonctions, beaucoup d'entre elles étant contradictoires, mais encore une fois, il faut qu'on assume. Pour servir la société, il faudra, en tout cas si la société fait le choix du numérique, il faudra ces infrastructures-là, et celles-ci devront s'adapter à ce que la société souhaite en faire, et à ce que la société choisira comme type de compagnonnage, qu'il soit cyberpunk ou solarpunk. Moi, je suis très content de faire ce coming out avec Samy devant vous, parce que nous sommes deux solarpunk. Et avant de préparer cette conférence ensemble, je n'imaginais pas devenir solarpunk aussi vite. Donc ne soyez pas surpris si dans la soirée, on change de tenue. Ensuite, bon, plus sérieusement, le data center n'a rien de sexy. C'est plutôt un bloc de béton avec beaucoup d'électricité, des capex importants, des opex importants. Et en fait, quand on le regarde en détail, c'est vraiment un organe de la société merveilleux à observer. Et je pèse mes mots. D'abord parce que c'est l'optimisation sous contrainte de la continuité de service. Donc ça veut dire que pour tous les acteurs que vous représentez qui utilisent le data center, vos data centers ne peuvent pas tomber en panne. Donc vous multipliez les organes pour qu'ils ne tombent pas en panne, les adductions électriques, de clim. Et la multiplication de ces adductions concourt à ce qu'il y ait davantage de consommation. Or, on multiplie les data centers et il faut faire attention à la consommation qui elle-même est également source de dépenses. Et tout ce qu'on innove autour du data center, qui maintenant sert l'IA et on va rebondir sur les investissements que fait Telehouse pour moderniser ces data centers, eh bien, doivent être réfléchis, utiliser ces technologies, trouver des astuces pour maintenir cette continuité de service sans aggraver son impact sur l'environnement. Et nous, en tant qu'ingénierie, notre credo, c'est de faire en sorte que les data centers soient en symbiose avec leur environnement. Ce qu'on veut, c'est que la multiplication des data centers, les hyperscales, les data centers de colocation, ceux des utilisateurs finaux, les banques, les assurances, mais également le edge, ne viennent pas heurter la qualité de vie dans nos environnements. Soit en consommant trop, soit en étant laid. En tout cas, à un moment donné, il faut vivre bien avec ces data centers, et c'est là où le concept rejoint tout à fait ce que décrit Caroline avec le solarpunk. Alors, on parlait d'impact environnemental, énergétique. Aujourd'hui, chez vous, d'après ce que je comprends, le rétrofit, c'est vraiment un pilier assez important pour aller optimiser cette consommation énergétique. Je vais peut-être d'abord expliquer ce que c'est que le rétrofit pour tout le monde. Donc, quand on rétrofit un data center, c'est qu'on prend une coque existante, une infrastructure existante, et on la modernise de manière à ce qu'elle s'adapte à des nouvelles contraintes technologiques. Et c'est vrai que notre approche, plutôt que de démultiplier les data centers partout sur le territoire et dans le monde finalement, on se dit que les avancées technologiques successives
amène à une forme d'obsolescence sur une partie du parc qui, au lieu de rester là à vivoter, gagnerait à être revalorisé et retransformé pour une nouvelle vague technologique. Et c'est devenu un petit peu notre credo. Donc Telehouse opère plusieurs campus de data center. Un campus détient plusieurs bâtiments. Et chaque bâtiment, finalement, se spécialise de plus en plus dans certains usages numériques. Donc, certains sont spécialisés dans les interconnexions d'Internet, d'autres dans le cloud. Et de plus en plus, maintenant, certains prennent la spécialité de l'IA. Et donc, le pari qu'on a fait, c'est que Telehouse existe depuis les années 80. C'est la plus ancienne maison de data center au monde. Donc on a vu toutes ces vagues successives arriver chez nous. Il y en a qui sont là, on a des clients qui sont là depuis plus de 30 ans, et on leur propose de libérer certains espaces de manière à ce qu'on les change en espaces typiquement actuellement fités pour l'IA. Le changement technologique étant que les puces électroniques sont gravées de plus en plus petites, on atteint le nanomètre. Donc le dégagement de chaleur se fait sur une surface de plus en plus petite, alors qu'avant c'était large. Quand le dégagement de chaleur se fait sur une surface large, l'air est un support suffisant pour absorber les calories. Plus on grave au nanomètre, moins l'air est suffisant pour retirer les calories que la puce électronique va produire, et donc on doit imaginer d'autres supports pour transformer cette chaleur en froid. Et donc c'est là où on met effectivement ce qu'on appelle le direct liquid cooling, donc le fait de faire ramener l'eau, qui est un support plus intéressant pour extraire des calories, au plus proche des puces électroniques, et donc on va venir extraire la chaleur de manière plus efficace, etc. Et donc on prend, pour revenir sur le rétrofit, des espaces qui étaient avant en air cooling, et on les transforme en espace en liquid cooling, en utilisant des infrastructures notamment électriques qui sont existantes. Parce que l'électricité, elle, pour le coup, l'électron, il passe toujours par du cuivre, en tout cas pour le moment. Sofa. Effectivement, il ne faut jamais insulter l'avenir. Et voilà, au moins on garde l'électricité, on change la climatisation. Donc voilà comment on utilise ce principe de rétrofit. Finalement, c'est un peu comme dans l'agriculture, quoi. On a une parcelle de terre et puis on essaye chaque saison finalement de changer certaines parcelles au profit d'autres et mettre au repos certaines, etc. C'est une forme de logique circulaire. Et ça marche plutôt bien parce qu'on a discuté de PUE, de WUE. Alors je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ces termes-là, mais vous avez des métriques qui sont plutôt... Oui, il y a encore quelques années, le PUE moyen en France était 2,1. Et Power Usage Effectiveness. Exactement. Donc, aujourd'hui, sur les solutions de rétrofit qui sont déployées, on arrive à des PUE de l'ordre de 1,5, 1,3. Donc c'est extrêmement efficace, ça évite de détruire un bâtiment, ça évite de changer tout un tas d'équipements. On arrive à en garder une grande partie. Il y a une partie des équipements maintenant que certains fabricants proposent à partir de produits recyclés également. Donc des progrès très importants sont faits en matière de sustainability sur le rétrofit de data center. Après, en tant qu'ingénierie, un rétrofit comporte plus de risques parce que le data center est bien souvent exploité et comme l'aime rappeler Samy, lorsqu'on fait un rétrofit chez lui, il dit c'est une opération à cœur ouvert. Donc inutile de vous dire que les ingénieurs et les équipes techniques qui vont intervenir sur le data center de Samy, lorsqu'on a ce type de briefing, on est extrêmement précautionneux. Et quelque part, c'est un challenge qu'on aime bien parce que ça impose que toutes les phases en amont et pendant les travaux soient parfaitement exécutées. Et l'expérience, un peu justement un chirurgien, l'expérience permet de faire des rétrofits sans prendre de risque sur la continuité de service. Donc c'est ce qui permet aussi à nos ingénieurs d'être motivés, de gagner en expertise et au bout du compte de faire des data centers complètement rénovés, prêts à accueillir l'IA, prêts à hybrider aussi, parce qu'on ne sait pas quelle va être la part d'IA dans le data center, on sait qu'elle est en croissance, mais on voit aussi que le cloud gagne de plus en plus et encore de kilowatts et de mètres carrés à l'intérieur des salles IT.
Et il faut apporter une évolutivité, une variabilité entre le direct liquid cooling et le refroidissement à air. Et là aussi, il y a des efforts d'ingénierie à mettre en place pour que le rétrofit soit durable dans le temps et s'adapter aux technologies qui va faire fonctionner. On a parlé aussi de récupération de la chaleur fatale. Alors, je sais que c'est pas déployé fortement chez vous, mais je trouve que c'est un concept hyper intéressant, l'idée de redistribuer de l'énergie, donc de participer à l'environnement direct. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur la manière dont ça fonctionne? Et je crois que tu m'avais dit 1 mégawatt en Ile-de-France, et c'est l'équivalent d'une école que vous redistribuez? Oui, alors actuellement, ce qu'on a en production à Paris, dans le 11e arrondissement, c'est 1 mégawatt de chaleur fatale. Donc, la chaleur fatale, c'est ce qui est produit par les serveurs et qu'on doit justement refroidir. Donc, au lieu d'utiliser de l'électricité pour la refroidir, on aimerait en faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Et en l'occurrence, dans le 11e, on a un collège, un lycée, 90 logements sociaux et un gymnase qui bénéficient de cette chaleur-là pour un total de 1 mégawatt gratuitement toute l'année. Alors par effet de proximité. En fait, la limite de l'exercice, c'est ça. C'est que cette chaleur-là, on sait l'amener en limite de propriété. Et après, il faut des professionnels de la chaleur, de ville, pour l'exploiter correctement. À Paris, on pourrait partager 10 mégawatts. Aujourd'hui, on n'en partage que 1. Pourquoi ? Parce que le transporter de la chaleur, c'est un métier, c'est pas le nôtre, en tout cas dans la ville. Et du coup, on peut partager ça qu'avec notre environnement direct. Ce qu'on a fait par contre comme standard au niveau, là pour le coup, mondial chez Telehouse, dans tous les pays où on déparle du monde, c'est qu'en limite de propriété, on a toujours ce qu'on appelle un échangeur à black, c'est-à-dire l'infrastructure qui permet justement de donner cette chaleur sous forme d'eau chaude en fait. Parce que on met en contact de l'eau avec un delta T, avec une différence de température, qui permet de transmettre cette chaleur gratuitement. Et puis après, on dit aux aménageurs publics, c'est votre responsabilité. Nous, on ne sait pas chauffer une ville, donc venez récupérer cette chaleur, elle est gratuite, elle est à disposition, et voilà où s'arrête finalement la limite de l'exercice. Qu'est-ce que le data center pourrait redistribuer d'autre? Comment il pourrait également contribuer au tissu local? Oui, on revient vite aux demandes pour les data centers. Mais c'est très intéressant parce que la société... Le thème, c'est RSE. Responsabilité sociétale du data center. Le data center est vu comme une espèce de maison nourricière pour la ville. Hein. Il faut de l'emploi, il faut de la chaleur, il faut des taxes pour les élus locaux. Vous voyez, il y a toutes ces injonctions qui viennent à nous et qui, de mon point de vue, peuvent être légitimes. Mais le danger pour nous, c'est quand elles versent dans le fantasme, parce qu'on ne peut pas tout non plus. Moi, je pense que la chaleur fatale, ça doit être effectivement un standard pour tout le monde. Hein, pas que pour des industriels individuels comme nous qui font ce choix-là. Je pense que tout le monde doit le faire. Et l'aménageur public, les pouvoirs publics, voire l'État, peuvent flécher finalement les endroits où cette chaleur fatale est la plus utile. Et donc les data centers seraient plus incités à aller dans ces clusters-là où on peut plus efficacement partager de la chaleur fatale. Le data center, c'est un objet aussi qui est profondément local. On ne peut pas le délocaliser. Quand on installe un data center, c'est pour 30 ans, pas pour moins. Et donc les emplois qui sont créés sont toujours localisés. Et l'avantage du data center, c'est que c'est des emplois peu ou pas qualifiés en majorité. C'est de l'électricité, de la clim, de la plomberie, de la fibre. Donc nous, ce qu'on fait avec une association formidable, dont je suis ravi de faire la publicité aujourd'hui, qui s'appelle les plombiers du numérique, ils prennent des jeunes des quartiers autour de nos data centers et en 3 mois, ils leur font une formation soit sur de l'électricité, soit sur de la clim, soit sur de la fibre. Ils les mettent en stage chez nous pendant 3 à 6 mois et après ils sont en CDI. Et 98% de ces jeunes-là trouvent un CDI, soit chez nous, soit chez nos sous-traitants, soit chez nos clients, voire même nos concurrents. Et donc c'est une filière créatrice d'emplois peu ou pas qualifiée de proximité. Et donc on revient au côté nourricier local du data center qu'il faut encore une fois développer, parce que si un aéroport ou une gare s'installe près de chez vous, vous avez envie d'en profiter. Moi, j'en veux pas à la société de nous faire ces injonctions-là, c'est normal.
à nous, en tant qu'industriels, de trouver le bon modèle pour que ce soit équilibré. Mais tu parles d'injonction, mais vous êtes déjà en train de le faire. Mon idée, c'était pas de vous dire vous devez, c'est de montrer que déjà, c'est en cours. Bien sûr, bien sûr. Non, mais crois-moi, quand on fait des réunions publiques avec des maires ou des élus locaux, c'est un ordre. Et si on n'a pas ça, on n'a pas le permis de construire. Donc, en fait, voilà, on est toujours un peu sur un chemin de crête autour de ça, mais encore une fois, on a tout intérêt pour que la société reste positive vis-à-vis de ces objets-là qui font partie de notre quotidien, mais par définition. C'est-à-dire, moi, je dis justement dans les réunions publiques, à chaque fois qu'on ouvre notre téléphone, c'est un data center qui s'allume quelque part. C'est pas dans le cloud, dans les nuages, tout ça. C'est bien physique quelque part. Et c'est important aussi parce que les hyperscalers face à vous peuvent aussi proposer la même redistribution. Et j'aimerais du coup qu'on reparle un peu plus de souveraineté. On est passé rapidement sur ce sujet. Aujourd'hui, en France, si on travaille avec des infrastructures étrangères sur les grandes plateformes de cloud, ça veut dire quoi concrètement? Quels sont les risques? En fait, oui, il y a le Patriot Act qui fait que dès lors qu'on travaille avec un acteur américain, et je ne veux pas du tout les stigmatiser, mais ils sont quand même soumis à cette obligation de devoir donner de la data qui appartiennent à leurs clients aux juges de leur pays qui leur demanderaient et sans prévenir le client. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, on voit bien que la géopolitique impose quand même, à un moment donné, d'avoir la maîtrise de son destin sur le traitement de la data. Et donc l'Europe, et la France en particulier, doit se doter de ses propres infrastructures, de façon à ce que si jamais ça se trouve vraiment, et on voit bien qu'on n'est jamais très loin en ce moment, eh bien le pays puisse continuer de fonctionner, on puisse continuer à être soigné, les comptabilités se tiennent, l'impôt prélevé, les avions volent et les voitures circulent. Donc ça passe par la souveraineté. Donc l'industrie du data center en France est garante de cette souveraineté. Après, il y a des acteurs français, heureusement, sur l'hébergement des data et de l'IA. Il y a aussi des acteurs qui ne sont pas soumis à ce Patriot Act, et je pense que Telehouse en est un, évidemment, puisque l'actionnariat est japonais. Et donc cette diversité des acteurs, des nationalités, concourt à cette souveraineté. Donc nous, notre rôle, c'est de capter l'ensemble des savoir-faire et de les redistribuer et de permettre la construction de ces data centers sur notre territoire et d'avoir les arguments vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment à propos de la chaleur fatale. Et ce soir, on est dans une expérience de chaleur fatale. Vous ne le savez pas, mais on est en train de la récupérer pour aller chauffer une piscine, non loin de là, à Matignon. Non, plus sérieusement, on se doit, comme toute chose vitale pour le pays, d'intégrer nos savoir-faire, d'avoir des règles qui nous protègent, d'avoir des règles qui concourent au développement, de façon à garantir cette souveraineté à travers les âges. Et je crois que et l'Europe et le gouvernement actuel fait bien actuellement les choses dans ce sens-là. Malgré le fait que vous soyez japonais. Alors moi je ne suis pas japonais, mais j'ai laissé Samy... Alors nous on est... Et on le vit très bien, pour la simple et bonne raison que les Japonais ont eu la brillante idée en 2014 de signer le plus grand accord de libre-échange de la donnée au monde avec l'Union européenne. C'est-à-dire votre donnée de santé et la mienne peut transiter entre Tokyo et Paris, elle est protégée pareil. Ils s'engagent à ce qu'il n'y ait pas de pratique d'espionnage entre les deux blocs. Et surtout, ils n'ont pas d'extraterritorialité de leurs lois. C'est-à-dire qu'un juge japonais ne peut pas venir dans un data center français, ouvrir un serveur et dire cette donnée, je la veux. Ça, c'est pas possible. Alors que chez les Américains et les Chinois, il y a le principe d'extraterritorialité des lois, ce qui est aujourd'hui flagué comme un risque, surtout dans le contexte géopolitique actuel, chez plusieurs entreprises. Et donc, nous, notre doctrine, et ce qu'on dit à l'Europe, c'est que, à un moment, les Européens, ils aiment bien faire du patinage artistique pendant que les Chinois et les Américains jouent au hockey, mais sur la même surface. Je pense qu'il faut hausser le ton. C'est-à-dire que
on ne va pas fermer les frontières et dire les Américains dehors, on ne veut plus bosser avec vous, les Japonais ou autres, et penser que nous, en faisant ça, on va vivre heureux de notre village de Schtroumpf. Ça ne marche pas comme ça. On va plutôt dire que les capitaux étrangers, on en a besoin, surtout pour une entreprise aussi gourmande en capitaux que le data center. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, pour 1 mégawatt, c'est 10 millions d'euros. Donc quand vous entendez des milliards, là, c'est des vrais milliards. C'est ça le prix qu'il faut investir. Et donc les capitaux européens ne sont pas suffisants pour suivre cette révolution. Donc, il faut des capitaux étrangers, mais à nos règles. Donc un juge californien qui vient en France pour ouvrir une armoire et prendre un serveur, c'est pas acceptable. Et ça, c'est l'Europe, c'est à l'échelle de l'Europe qu'il faut le dire. Et donc, ce qu'on dit aussi aux acteurs privés, c'est, en fait, gérez votre risque. Plutôt que de tout mettre chez les Américains, mettez que la moitié chez les Américains, parce qu'ils sont dominants, et l'autre moitié chez des gens où vous êtes sûr que ce risque-là ne peut pas advenir. Il est impossible. Et donc, notre position sur la souveraineté, c'est ça, c'est que être souverain, c'est bien gérer ses dépendances. C'est pas être indépendant. C'est gérer ses dépendances de manière à ce qu'on maîtrise plus ou moins notre destin. S'il y a un coup erratique d'un dirigeant d'un pays allié d'un jour à l'autre, qui décide à la Starlink couper, on sait réagir, on sait s'adapter. Je me posais aussi la question, alors effectivement la responsabilité pour d'héberger des modèles qui sont très gourmands, c'est pas la vôtre, c'est plutôt du côté du client. Et je me demandais aussi comment vous pouviez influencer vos clients également pour qu'ils aillent vers des modèles davantage plus vertueux. Est-ce que vous avez mis en place des outils pour les accompagner, de l'incitation? Est-ce que vous avez des recommandations à faire sur des méthodes? Est-ce que vous êtes impliqué à ce niveau-là? Ah, ça, c'est la question la plus difficile pour nous, vraiment. Parce que donc on se donne beaucoup de moyens avec nos partenaires technologiques pour que nos data centers soient les plus vertueux possibles, les plus sobres possibles, les plus efficaces possibles. Et puis on les met à disposition des clients qui viennent avec leurs usages, leurs serveurs, etc. Et effectivement, après on tombe sur des débats type est-ce qu'on choisit OpenAI comme modèle d'entraînement ou est-ce qu'on choisit DeepSeek, sachant que DeepSeek est 10 fois plus efficace pour à peu près le même résultat. Et donc on rentre dans des considérations de choix technologiques, voire même parfois de choix d'utilité. C'est-à-dire, on pourrait, pour pousser le débat un peu plus loin, se dire, mais donc on a un seul et même data center pour qui on a le choix, un client qui fait de la vidéo et un client qui fait de la santé. Est-ce que moi, hébergeur, je dois choisir qui est le plus utile? C'est une question très difficile. Notre choix, Telehouse, c'est de surtout pas rentrer dans des considérations morales. Ce n'est pas notre rôle. Ce qu'on doit faire, c'est bien sûr construire les data centers les plus vertueux, les mettre à disposition des sociétés privées et publiques dans le respect de la loi. Donc la limite, c'est la loi, parce que là, c'est pas la morale. Et ne surtout pas rentrer dans la morale. Mais c'est une question quand même qui, sans trahir de secret, anime beaucoup les boards chez nous, parce qu'on est tenté, surtout dans le contexte actuel où il n'y a pas assez de data centers. Donc on a le luxe de choisir, des fois, les clients. Et donc il y a des débats sur qu'est-ce qui est plus utile, qu'est-ce qu'on préfère, etc. Mais à long terme, je trouve que c'est dangereux, parce que ça revient à choisir pour la société qu'est-ce qui est utile pour elle. Je ne crois pas que c'est un acteur privé de faire ce choix-là. Et ça peut faire partie de votre responsabilité éthique aussi. C'est faire le choix d'être solarpunk. Oui. Et je ne sais pas si on est... Je savais qu'on allait le faire ensemble. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps. Non, il ne nous reste pas. On a très très chaud ici. On va conclure. Je pense qu'en tout cas, on est d'accord en tout cas sur le fait que l'IA, en tout cas, peut pas continuer à se développer de manière complètement isolée, qu'elle doit être, comme vous l'avez utilisé, en symbiose avec son environnement et son environnement physique, humain, vivant. Le data center, ça reste la matérialisation de ça. Donc, comme vous êtes en train de les constituer, ces data centers, ils doivent être locaux, ils doivent être ancrés dans le territoire, ils doivent être verts et souverains.
Et alors, on avait envie de vous proposer un autre type de symbiose après cet échange. Cette fois, c'est une symbiose entre l'homme et l'IA à travers un quatre-mains entre une pianiste et une intelligence artificielle qui va avoir lieu juste sur le balcon là. Donc, on vous invite à vous rendre dehors et à apprécier ce moment. Là, on n'est plus sur une utilité artistique, émotionnelle et créative, on en a aussi beaucoup besoin. Voilà. Merci beaucoup.